Bienvenue à l'Université populaire de Paris. Oui, un plan de paix équitable entre Israël et la Palestine, c'est possible. C'est le sujet de ce cours. On va vous expliquer le territoire et les principaux acteurs du conflit. On va vous expliquer où ça en est. On fera un focus sur deux problèmes, la colonisation de la Cisjordanie et le blocus de Gaza. Et on vous décrira le plan de paix juste qui peut marcher entre Israël et la Palestine et qui a été écrit par des Israéliens et par des Palestiniens. C'est parti. À quoi ça ressemble l'ensemble israélo-palestinien en termes de répartition du territoire? Eh bien, vous avez une région centrale à l'est de Jérusalem qui est à la frontière avec la Jordanie. C'est la Cisjordanie et c'est un territoire palestinien. Vous avez sur la côte méditerranéenne, tout à l'ouest, un petit territoire qui est collé à l'Égypte. Eh bien ça, c'est la bande de Gaza. C'est un territoire palestinien aussi. Tout le reste, c'est un territoire qui est israélien, sous contrôle d'Israël. Et vous avez aussi dans le même temps une colonisation en cours par Israël de la Cisjordanie palestinienne. La bande de Gaza, elle est gouvernée par le Hamas. Le Hamas, c'est un mouvement islamiste armé qui prône la destruction de l'État d'Israël et la création d'un État palestinien sous forme de théocratie islamiste qui intégrerait les territoires actuels d'Israël, de la Palestine et de la Jordanie. Et puis vous avez la Cisjordanie qui, elle, est gouvernée par l'autorité palestinienne et qui est dominée par un parti laïque, le Fatah. Alors comment on appelle ces territoires? Dire c'est Israël, c'est choisir un camp. Dire c'est la Palestine, c'est choisir un camp. Et puis surtout, ça suppose de savoir où sont les frontières. Et justement, où sont les frontières? C'est tout l'enjeu du conflit. Donc nous, on appelle tout cet ensemble territorial Israël-Palestine. C'est très difficile de trouver une description impartiale du conflit aujourd'hui. Mais on a trouvé, il s'agit du rapport 2016 du Quartet pour le Moyen-Orient. Ce rapport est fiable. Pourquoi? Parce qu'il a été produit par les États-Unis, plus la Russie, plus l'Union européenne, plus l'ONU. Or, les États-Unis, ils sont très pro-israéliens et la Russie, elle est très pro-palestinienne. Donc, par définition, ça donne un rapport équilibré pour qu'ils arrivent à être d'accord sur le fait de signer. J'ajoute qu'il y a une preuve assez claire. Le Premier ministre actuel d'Israël, Benjamin Netanyahou, il s'est plaint parce qu'il trouvait que le rapport n'était pas assez pro-israélien. Et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, il s'est plaint parce qu'il trouvait que le rapport n'était pas assez pro-palestinien. Donc, manifestement, c'est un rapport équilibré. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte sur la situation actuelle? Eh bien, d'abord, il y a la grande vague de violence d'octobre 2015. Vous avez eu environ 250 attaques et tentatives d'attaque par des Palestiniens contre des Israéliens. Et donc, vous avez eu au moins une trentaine d'Israéliens qui ont été abattus, poignardés, tués à l'aide de voitures ou tués par des bombes. Et dans le même temps, vous avez 140 Palestiniens qui ont été tués en faisant des attaques ou en étant présumés agresseurs. Par ailleurs, vous avez 60 Palestiniens qui ont été tués en plus par les forces israéliennes au cours de manifestations palestiniennes, d'affrontements ou d'opérations militaires, sans être des attaquants, j'insiste sur ce point. En avril 2016, donc un peu plus tard, il y a eu un attentat à la bombe dans un bus à Jérusalem qui a tué des civils, et il y a eu une tuerie dans un café à Tel Aviv. Et pendant ce temps-là, il y a eu d'autres formes de violence qui étaient du côté israélien. L'État d'Israël a aggravé l'utilisation des détentions sans jugement, il a repris les démolitions de maisons palestiniennes et la construction illégale de clôtures, et puis des Palestiniens ont subi des violences dans le cadre de la colonisation de la Cisjordanie, c'est-à-dire agression, vandalisme, destruction de propriétés. Par exemple, dans un village cisjordanien qui s'appelle Douma, l'attaque d'une maison palestinienne à la bombe incendiaire, elle a fait 3 morts. Vous avez aussi des colons israéliens extrémistes, pas l'armée, des colons, des civils, qui pratiquent en Cisjordanie ce qu'ils appellent la politique du prix à payer. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des actes de vandalisme et d'agression contre des Palestiniens ou, j'insiste sur ce point, contre des Israéliens parce qu'ils sont pacifistes. Ça inclut les incendies criminels, les tabassages, voire même des lapidations. L'État d'Israël a créé une police spéciale contre ce problème, mais en pratique, les condamnations sont extrêmement rares. Et puis, vous avez aussi le problème fréquent, beaucoup plus connu, de l'utilisation disproportionnée de la force par des soldats de l'armée israélienne, des soldats, pas les soldats, notamment aux checkpoints. Il y a aussi le problème de l'incitation à la violence des deux côtés. Côté palestinien, des Palestiniens qui commettent des attentats sur des civils sont couramment glorifiés en tant que martyrs héroïques, notamment glorifiés par le Hamas. Par exemple, après l'attentat à la bombe d'avril 2016, qui, dans un bus à Jérusalem, a tué 21 civils, eh bien, le Hamas a organisé un meeting pour fêter cette attaque. Sur les réseaux sociaux, vous avez de l'apologie de la violence contre des civils juifs, y compris des tutoriels sur la bonne façon de poignarder. D'un côté, l'autorité palestinienne condamne la violence contre des civils sur le principe, mais de l'autre côté, des dirigeants palestiniens ne condamnent pas spécifiquement les attentats lorsqu'ils se produisent. Vous avez aussi des membres du Fatah qui sont allés jusqu'à soutenir les attaques et leurs auteurs. Vous avez également des places et des écoles qui ont été baptisées du nom de Palestiniens qui ont tué des civils israéliens.
Alors côté israélien, pendant ce temps, il y a aussi des incitations à la violence. Vous avez des extrémistes israéliens pro-colonisation qui lancent régulièrement le slogan « Mort aux Arabes ». On ne peut pas être plus clair. Et puis des réseaux sociaux qui publient des contenus justifiant la violence contre les Palestiniens. Par exemple, une vidéo pour célébrer l'incendie criminel de Douma dont j'ai parlé tout à l'heure. Le principal obstacle à la paix aujourd'hui, c'est la colonisation israélienne de la Cisjordanie. L'accord israélo-palestinien de 1995, qu'on appelle Oslo II, avait coupé la Cisjordanie en 3 zones. Vous avez la zone A, 20% de la Cisjordanie, quasiment laissée à l'autorité palestinienne, et Israël se garde un droit d'intervention armée ponctuel. Vous avez la zone B, 28% de la Cisjordanie. Les affaires civiles sont laissées à l'autorité palestinienne, mais les affaires militaires et la sécurité, c'est entièrement sous contrôle d'Israël. Et puis vous avez la zone C, 62% de la Cisjordanie, intégralement sous tutelle d'Israël. L'essentiel des terres cultivables, des ressources naturelles, des terrains constructibles sont dans la zone C. L'accord de 1995, donc Oslo II, prévoit qu'Israël retire progressivement son administration et son armée de la zone C. C'est-à-dire, si on prend l'ensemble de la Cisjordanie, ça voudrait dire une souveraineté civile totale palestinienne et une souveraineté partielle pour les affaires militaires au profit d'Israël. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Au contraire, l'État d'Israël a octroyé à ce jour plus de 70% de la zone C à une utilisation par des Israéliens. Depuis les accords d'Oslo, la population de colons israéliens a doublé en Cisjordanie et elle a triplé rien que dans la zone C. En plus des autorisations de construire, le gouvernement israélien pratique même la légalisation après coup des colonies qui ont été construites sans sa permission. Ce sont généralement des constructions qui ont été faites par des extrémistes pro-colonisation qui font exprès d'aller les construire très profondément dans le territoire palestinien. Et après, ils vont réclamer de la protection et puis même des clôtures pour pouvoir les mettre à l'abri de possibles incursions armées palestiniennes. Et donc, c'est une façon pour eux d'accélérer le grignotage du territoire cisjordanien-palestinien par la colonisation. C'est un acte militant qu'ils font. Dans les 30% de la zone C qui reste encore utilisée par des Palestiniens, les autorités militaires israéliennes refusent presque toujours de donner des permis, que ce soit pour le développement commercial ou pour le développement urbain grâce à des permis de construire. Par exemple, en 2014, pour toute la zone C, un seul permis de construire pour un logement palestinien. 98% des demandes de permis ont été refusées par ailleurs de 2009 à 2013. Conséquence, vous avez de plus en plus de bâtiments palestiniens qui sont construits hors la loi. Et donc, rien que de janvier à avril 2016, Israël a fait démolir un demi-millier de constructions. Il faut bien comprendre que la situation en Cisjordanie empêche le développement économique et la vie familiale, parce qu'avec des restrictions aussi lourdes sur la circulation des biens et des personnes, par exemple les clôtures, le réseau très dense de checkpoints militaires, ça fait une limitation énorme pour l'import-export, l'investissement privé, l'accès aux écoles, l'accès aux soins, l'accès à une vie familiale normale, l'accès aux ressources naturelles, l'accès aux terres cultivables. Donc ça empêche les Palestiniens simplement d'avoir une vie économique, sociale et familiale simplement normale. Par ailleurs, la colonisation, c'est un engrenage qui empêche de plus en plus la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a, pardonnez-moi l'expression, il y a un effet gruyère. C'est-à-dire qu'à force de colonies israéliennes en Cisjordanie, avoir un État palestinien viable devient de plus en plus impossible en termes de viabilité territoriale. Il y a une carte qui existe, c'est la carte de l'archipel de Palestine, qui a été imaginée par Julien Bouzak. Tous les territoires israéliens sont remplacés par de la mer. Et donc vous vous rendez compte que les territoires palestiniens, ça ressemble à un archipel de petites îles comme les Caraïbes ou les Maldives. Et donc ça vous montre visuellement à quel point le territoire palestinien, à force de colonisation, n'a plus de continuité territoriale. Et donc l'État palestinien, à force de colonisation et d'effets gruyères, devient de plus en plus difficile à réaliser d'un simple point de vue pratique. Donc c'est extrêmement dangereux pour la paix. Par ailleurs, la principale pomme de discorde dans ce conflit, c'est ce qui se passe dans la bande de Gaza. Côté palestinien, le gros problème, c'est la militarisation. On assiste à une accumulation d'armes par le Hamas et par d'autres factions palestiniennes. On assiste à la construction de tunnels clandestins, dont beaucoup sous le sol d'Israël. Trafic d'armes, production de roquettes, tirs de roquettes vers Israël. Par exemple, 160 tirs de roquettes et tirs de mortier depuis le cessez-le-feu de 2014 jusqu'à début 2016. Évidemment, ces activités sont source d'affrontements. Par exemple, la découverte de 2 tunnels a pu entraîner 40 tirs de roquettes et tirs de mortier en direction d'Israël et, réciproquement, 13 frappes aériennes par l'aviation militaire israélienne. Sauf que, parallèlement, vous avez quoi? Du côté israélien, vous avez un blocus qui entraîne, il faut être clair là-dessus, une catastrophe humanitaire. Alors ces choses-là, on n'en parle pas beaucoup. Donc je vais essayer d'être précis sur ce que je vous explique. Plus d'1 million de Gazaouis, donc les Gazaouis ce sont les habitants de la bande de Gaza, plus d'1 million de Gazaouis n'ont accès ni à de quoi manger, à leur faim, ni à un toit. Alors je vous parle, 1 million. L'accès aux eaux poissonneuses gazaouis pour pouvoir se nourrir, interdit par Israël.
L'accès à des matériaux de base pour restaurer et développer l'agriculture et les usines, interdit par Israël. L'accès à l'électricité, ça marche moins de la moitié de la journée. Et puis vous avez 95% de l'eau locale disponible qui n'est pas potable. J'ajoute à ça que malgré des efforts, il faut le dire, du côté d'Israël, plus des 3/4 des logements détruits par le conflit de 2014 n'ont toujours pas été réparés. Alors on fait quoi? Plus particulièrement, la France peut faire quoi? Eh bien la France devrait déjà reconnaître officiellement l'État palestinien. Plusieurs grandes puissances l'ont fait, la Chine, la Russie, l'Inde l'ont déjà fait. Pourquoi pas la France? Je rappelle qu'environ 2/3 des Français sont pour, et puis on ne le sait pas assez, la moitié des Israéliens sont pour la reconnaissance de l'État palestinien. Les contre-arguments habituels par rapport à la reconnaissance de l'État palestinien ne tiennent pas. Il y a l'argument il faut attendre l'issue des négociations israélo-palestiniennes pour reconnaître l'État palestinien. Non, cet argument n'est pas valable. Pourquoi? Parce que la France reconnaît déjà Israël alors que les négociations ne sont pas finies, donc deux poids deux mesures. L'argument il n'y a pas de territoire palestinien clairement défini, pardon, mais il n'y a pas de territoire israélien clairement défini non plus. Les frontières ne sont pas encore fixées, donc cet argument n'est pas valable non plus, deux poids deux mesures. L'argument il n'y a pas de gouvernement palestinien clairement identifié parce qu'il y a celui du Hamas et celui de l'autorité palestinienne. Pardon, mais ce n'est pas un argument valable parce que le même problème existe entre Pékin et Taïwan et ça n'empêche pas la France de reconnaître une seule Chine à l'heure actuelle. Donc on peut parfaitement ne reconnaître que l'autorité palestinienne, puisqu'à choisir, il serait peut-être préférable, en termes d'idéologie défendue, en l'occurrence l'islamisme armé du côté du Hamas, peut-être qu'il vaut mieux reconnaître l'autorité palestinienne plutôt que le Hamas. L'autre chose que la France peut faire, c'est remettre sur la table l'initiative de Genève. Parce que l'idée ambiante, on ne sait pas comment faire pour arriver à la paix entre Israël et la Palestine. Ce n'est pas vrai. Il existe un plan de paix complet. C'est un plan de paix qui a été imaginé par des représentants de la société civile, d'Israël et de la Palestine, parmi lesquels d'anciens négociateurs officiels des deux côtés. Alors le document reprend des éléments d'autres textes très importants et très célèbres. Je pense aux grandes résolutions des Nations Unies, la 242, la 338, aux paramètres Clinton, qui avait été imaginé par Bill Clinton en 2000 pour arriver à la paix, à l'initiative arabe pour la paix de 2002 et à la feuille de route proposée par le Quartet pour le Moyen-Orient en 2003. Ce qu'il y a dans ce plan de paix, il faut être clair, il y a des concessions difficiles et douloureuses des deux côtés, mais ça permet d'avoir Israël et Palestine indépendants et vivant côte à côte avec des territoires clairement définis. Primo, reconnaissance mutuelle de deux États indépendants, la Palestine et Israël. Et donc la Palestine, c'est quoi? C'est Cisjordanie, plus Gaza, plus Jérusalem-Est. La question des réfugiés palestiniens. Il y en a plus de 5 millions. Ils sont en exode en fait depuis la création de l'État d'Israël, où ce sont les enfants de parents ou les petits-enfants de grands-parents qui ont vécu l'exode. Ils sont surtout répartis entre la Jordanie, la bande de Gaza, la Cisjordanie et le Liban. Alors l'initiative de Genève prévoit quoi? Israël doit indemniser financièrement chaque famille de réfugiés. Israël doit indemniser financièrement les pays qui les ont recueillis. Et puis, les réfugiés ont le droit de rester dans leur pays d'accueil ou d'en changer, mais avec l'accord du pays choisi. Ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire que les réfugiés doivent abandonner le droit au retour dans le territoire qui maintenant est Israël. C'est une concession très douloureuse, il faut être clair là-dessus, mais elle est inévitable à faire du côté palestinien. Pourquoi? Parce qu'Israël n'acceptera jamais un droit au retour qui rendrait les citoyens de confession juive minoritaires en Israël, parce que ça revient à détruire démographiquement le fait que ce soit un État juif. Si Israël accepte ça, Israël cesse d'exister en tant qu'Israël, donc c'est impossible, c'est comme si ce pays se suicidait. Donc ça n'arrivera jamais. Donc il faut renoncer à ce droit au retour, en échange d'indemnisation et donc d'une reconnaissance du préjudice subi. Ensuite, les frontières, eh bien là c'est une concession douloureuse du côté d'Israël, il faut évacuer totalement, quasi totalement, la Cisjordanie, 98% pour être précis. 98% de la Cisjordanie sont rendus totalement aux Palestiniens, donc c'est un démantèlement quasi intégral des colonies israéliennes, à la charge d'Israël, c'est-à-dire qu'Israël n'est pas indemnisé pour ça. Et Israël garde 2% du territoire uniquement parce que ce sont des colonies déjà très développées d'un point de vue urbain, donc vous ne pouvez pas démonter une grande ville, ça n'est pas possible. Et donc par exemple Pisgat Ze'ev, qui est une colonie israélienne en Cisjordanie, il la garde. Mais en échange, Israël doit donner à la Palestine des terres de même surface et de même qualité, collées à la bande de Gaza ou à la Cisjordanie. Ça aussi, c'est une concession qui est inévitable, mais cette fois du côté israélien. Pourquoi? Parce que la colonisation actuelle de la Cisjordanie par Israël, elle est totalement indéfendable du point de vue du droit international. Et on pourrait ajouter du point de vue du droit humain. Quatrième point important, Jérusalem est partagée entre Israël et la Palestine. Donc les quartiers qui sont aujourd'hui majoritairement juifs deviennent la nouvelle capitale d'Israël, puisqu'actuellement c'est Tel Aviv, et les quartiers majoritairement arabes deviennent la capitale de la Palestine. C'est-à-dire, pour ceux qui ont connu ça, c'était il y a quelque temps, le retour d'un Jérusalem-Ouest
israélien et d'un Jérusalem-Est palestinien. Quant à la vieille ville, qui est sacrée ou sainte pour plusieurs grandes religions dans le monde, une force internationale de maintien de la paix, dépendant de l'ONU, s'occupe d'en faire une zone de libre circulation avec liberté de culte et liberté de pèlerinage. Quant à l'entretien du patrimoine culturel et architectural, dans la vieille ville, qui fait l'objet de beaucoup de contentieux, eh bien, il est soumis aux règles strictes et à l'autorité stricte de l'UNESCO. Ça, c'est une concession inévitable à faire du côté israélien. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la ville symbole du conflit. Donc, qu'elle reste entièrement sous contrôle israélien, sans la partager avec la Palestine, c'est complètement évident que c'est injuste. Et donc, il faut ce partage de la ville. Voilà. On espère que cet épisode vous a donné une vision plus claire sur le conflit israélo-palestinien et sur le chemin possible pour arriver à la paix. Si ça vous a plu, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous, partout où vous pouvez. Voilà, merci et à la semaine prochaine.